Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Mabrouk, merci pour votre invitation. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes donc député Rassemblement National de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée dans la terrible affaire du meurtre de Philippine. Selon nos informations à Europe 1, le juge des libertés et de la détention n'aurait pas eu le choix que de libérer cet individu marocain sous le coup d'une OQTF, tout en reconnaissant, Jean-Philippe Tanguy, un véritable risque important de réitération des faits. Comment vous réagissez à une situation aussi paradoxale ? Mais le scandale, depuis maintenant trop longtemps, c'est qu'en fait, toutes les règles, toutes les normes sur ces décisions visent à transférer l'insécurité sur les Français, le risque sur les Français. Les règles ne protègent pas avant tout nos concitoyens. C'est toujours le droit ou les droits des criminels ou des personnes suspectées ou des délinquants. Et les juges et ceux qui créent ces règles, qui créent ces normes, dans le dos des Français d'ailleurs, puisque les révélations que vous faites vont scandaliser 95% de nos compatriotes et de la classe politique, sont faites dans leur dos et exposent toujours leur sécurité. Sur à peu près tous les sujets, cette personne qui n'aurait jamais dû être sur notre territoire, mais aussi sur l'insécurité des nationaux, systématiquement, ces règles transfèrent le risque. Protège d'abord le délinquant, celui qui commet des crimes et est responsable de faits délictuels, le législateur et donc celui qui fait la loi. Cette espèce de galaxie de normes, d'interprétation, de règles de la magistrature ou d'autorités françaises ou européennes qui, par leur jurisprudence, affaiblissent souvent l'intention du législateur. Mais c'est une volonté, selon vous, de ne pas protéger les Français ? C'est une idéologie qui consiste systématiquement à transférer le risque sur la société. Et c'est le cas sur beaucoup de choses. C'est aussi le cas, par exemple, sur la psychiatrie criminelle, où on fait le choix de laisser dans la nature des gens dangereux, que l'on sait dangereux, identifiés comme dangereux, mais on prend toujours le risque, et pour la société, et jamais sur les criminels ou les délinquants. Voilà, c'est aussi, malheureusement, cette tragédie illustre ce décalage complet de volonté politique entre ce qui est promis aux Français. Vous dites volonté politique. Par exemple, sur les fameuses OQTF, Jean-Philippe Tanguy, les obligations de quitter le territoire français. Elle avait été délivrée pour cet individu. Le Maroc l'a bien exécutée. Malheureusement, elle est arrivée quelques jours plus tard. Est-ce que vous estimez que sur ces OQTF, il y a un manque de volonté politique ? Mais bien sûr, il y a un manque de volonté politique. Sur les dernières années, il y a 1 million de OQTF en stock qui ne sont pas exécutés. Et la France est un des pires pays en Europe. Et je le dis sciemment parce qu'on dit toujours « mais non, c'est pas nous, tout le monde est confronté au même problème ». Certes, personne n'arrive à exécuter 100% des OQTF, c'est impossible, mais la France a un taux d'exécution particulièrement bas et qui est en échec constant. Mais la faute à qui, c'est M. Darmanin qui avait promis. Est-ce que c'est la faute à la France ? La nuance est importante. Vous dites qu'elles ne sont pas exécutées, mais elles sont délivrées. Autrement dit, la France a demandé. Ce sont donc les pays sources qui n'ont pas exécuté et donné ces laissez-passer consulaires. Mais pour vous, c'est la faute à la France ? Il y a deux problèmes. Il y a la France, les gouvernements français qui n'ont pas un suivi, une volonté réelle d'appliquer suffisamment ces OQTF, et il y a les pays d'origine qui ne respectent pas le droit international. Mais c'est aussi une confusion qu'entretiennent la Macronie et une grande partie de la gauche, de faire croire que les pays auraient le choix de ne pas prendre leurs ressortissants. Non, le droit international oblige ces pays à reprendre leurs ressortissants, et donc la France est autorisée... Dans les faits. Mais donc, ça nous autorise à prendre des mesures de rétention. Monsieur Tanguy, nous ne sommes pas à égalité dans cette affaire. Vous, au pouvoir, quelles mesures de rétention prendriez-vous par rapport à ces pays, généralement de l'autre côté de la Méditerranée ? Suspension systématique des visas. Et pas sur quelques semaines, comme l'a fait M. Darmanin, définitif tant qu'il ne change pas de comportement. Suspension de toutes les aides au développement et toute l'aide de coopération qui bénéficie beaucoup aux pays du Maghreb ou subsahariens. Et après, le plus efficace, je pense, la suspension des mouvements financiers de la diaspora, c'est-à-dire les personnes originaires des pays du Maghreb ou d'Afrique ou d'Asie aussi, parce qu'il y a aussi un certain nombre de pays asiatiques qui ne reprennent pas leurs ressortissants, qui ne verraient plus les transferts financiers qui nourrissent une grande partie de leur richesse de la France vers les pays d'origine. Donc prenons ces mesures-là et on verra si ces pays ne coopèrent pas. Moi, je crois qu'on aura des résultats très rapidement. En tout cas, ça n'a jamais été fait. Et d'une manière générale, je vois nos adversaires politiques systématiquement critiquer le Rassemblement national, sauf au moment des élections où ils reprennent beaucoup de nos paroles et de notre propositions, mais ne jamais aller au bout. Donc moi, je leur propose d'appliquer enfin ce que propose le Rassemblement national et on verra si ce qu'on proposait
était si vain que ça. Moi, je pense que ce qu'on propose fonctionnerait. Vous parlez de vos opposants. Certains d'entre eux, en particulier à gauche, vous accusent de récupération, tout comme ils l'avaient fait sur l'affaire tout aussi terrible de la petite Lola. Ils vous accusent, Jean-Philippe Tanguy, de vous précipiter car le suspect est en situation irrégulière et qu'il est étranger, en l'occurrence marocain. Que leur répondez-vous ? Mais je leur réponds qu'ils sont systématiquement dans la petite politique. Nous, on ne fait pas de récupération, on parle de la sécurité des Français et on fait toujours des propositions qui permettent de la renforcer. Que propose la gauche ? Mais vous entendez, à part l'excuse sociale, ils vous disent que à part libérer tout le monde, il est étranger que vous réagissez. Rendre légal ce qui est illégal, à savoir les clandestins. Voilà, donc la gauche n'a rien à proposer à part attaquer le Rassemblement national, n'a jamais un mot. J'ai vu très peu de mots de gauche, en tout cas des insoumis. Monsieur Fabien Roussel a réagi. Il y a toujours l'exception de Fabien Roussel, l'arbre qui cache la forêt de laxisme et d'indifférence aux victimes et à la peine de la gauche, mais de toute la gauche, et même la gauche qui a l'air modérée. Moi, je me souviens. Indifférence à la peine, il manque d'empathie, la gauche, par rapport à ce cas. La grande papesse de la gauche, Christiane Taubira, qui n'est pas une extrémiste, avait dit, quand elle était ministre garde des Sceaux, face aux victimes, je garde le silence. Voilà. Parce que je trouve que c'est un très bon résumé de cette inhumanité de la gauche, qui a un mépris et une indifférence à la souffrance des familles et des victimes, et qui a toujours un mot pour les voyous et les criminels, et qui réécrit l'histoire. Prenons par exemple l'affaire Naël, où toute la gauche s'était précipitée sur une affaire dont personne ne connaissait les tenants et les aboutissants. Ils sont beaucoup moins loquaces pour reconnaître qu'ils se sont fait avoir et qu'ils ont participé à une machination, puisque l'enquête montre que c'était pas du tout la responsabilité aussi avérée. On verra l'enquête. Les responsables de gauche vont réagir parce qu'ils vont vous dire que vous n'avez peut-être pas le monopole du cœur sur ces sujets-là. Oui, j'espère qu'ils réagiront. Moi, je suis toujours disponible pour débattre avec eux. Mais sur l'affaire Naël, comme tant d'autres, l'affaire Théo, ils sont toujours du côté des voyous et des criminels. Et même quand la justice, au terme de son travail, prouve que la police ou les gendarmes étaient innocents, ce qu'on leur reprochait, ils continuent à accuser un État raciste, une police violente systématiquement, bref, à entretenir une clientèle électorale qui d'ailleurs est très paradoxale, puisque défendre les voyous n'est pas défendre les quartiers populaires, par exemple, contrairement à ce qu'ils disent. Les premières victimes, en tout cas des victimes importantes de cette voyoucratie, on le voit à Échirolles, où les communistes ont dû évacuer un immeuble qui était gangréné par la drogue et par le trafic de drogue. Tanguy, on va parler de ces les propos quartiers populaires sont aussi victimes de ces mafias. Vous avez parlé du silence. Je vais préciser que le garde des Sceaux, Didier Migaud, lorsqu'il a affirmé qu'il n'y avait pas de laxisme de la justice, ne connaissait pas encore le profil du suspect. Il avait réagi la veille. Depuis, il n'a pas réagi. Comment vous interprétez son silence au ministre de la Justice ? Mais je pense qu'il est paralysé par la défaite de son idéologie. Monsieur Migaud vient de cette gauche, il n'a jamais rompu avec, qui pense que, dans une grande tradition rousseauiste, la violence vient de délinquants qui sont des victimes de la société, à la culture de l'excuse, et considère que tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes. Mais monsieur Migaud, il vit dans un monde parallèle. Il était président de la Cour des comptes, rue Cambon, à Paris, c'est à côté de la place de la Concorde, pour ceux qui connaissent moins notre capitale, dans des très beaux quartiers. Après, il était bien protégé à la haute autorité pour la transparence de la vie politique. C'est pas pour autant qu'on ne connaît pas forcément la réalité de la France et du terrain. Vous savez, c'est difficile au bout de plus de 10 ans de vie dorée, de paradis, où on a des voitures avec chauffeur, on a son petit appartement, voilà. C'est très difficile de revenir à la réalité. C'est plus facile que de vivre dans un pays parallèle où on croit que, parce qu'on a décidé depuis Paris qu'il y avait un droit immanent qui allait s'imposer. Monsieur Tanguy, pardonnez-moi. Sur toute la à République, l'inverse, on allait monsieur Retailleau, heureux dans le meilleur des mondes. Qui a aussi vécu au Palais du Luxembourg, pour reprendre vos propos. Un élu de terrain. J'allais dire, une vision tout autre sur le terrain. Pour les OQTF, il a affirmé ici même avant-hier qu'il allait considérablement exécuter ces OQTF. Est-ce que vous saluez de tels propos ? Est-ce que vous estimez qu'il dit peu ou prou la même chose que vous ? Moi, je salue tous ceux qui reprennent le programme du Rassemblement national et qui veulent l'appliquer tout au parti. Il reprend votre programme ? Bien sûr. Il peut avoir ses propres idées. On peut reconnaître des bonnes idées au Rassemblement national et après se les approprier avec son style. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais M. Retailleau s'inspire du programme, évidemment, du Rassemblement national et du manière générale du souverainisme de droite dont il provient. Mais j'alerte ceux qui nous écoutent, qui ont sans doute de bon espoir dans M. Retailleau par rapport à ses paroles, que dans ses actes, M. Retailleau a toujours trahi ses familles politiques. Il a trahi Philippe de Villiers, il a trahi... il n'a jamais eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron aux élections présidentielles en soutenant Marine Le Pen comme Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Donc il a toujours été planqué, quand même, il faut le dire, au moment un peu difficile politiquement, et toujours voulu à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre, à savoir
les intérêts du système, les bonnes places du système, ne jamais affronter ce système qui fait tant de mal à la France, et les propositions du Rassemblement national pour être populaire dans les électeurs qui veulent rétablir la sécurité publique. Donc, moi, j'espère que M. Retailleau va appliquer le programme, au moins en partie. Pardonnez-moi, après tout ce que vous venez de dire ce matin sur CNews et Europe 1, M. Tanguy, on est quand même étonné. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez pour voter une motion de censure ? Vous venez de me parler de l'idéologie de M. Migaud, le beurre et l'argent du beurre pour M. Retailleau. Qu'est-ce que vous attendez, si vous êtes cohérent ? Moi, je m'éclaire du passé. J'ai un jeune âge d'apparence, mais je fais de la politique depuis très longtemps. Et j'ai mené un certain nombre de combats avec Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Je connais les profils des uns et des autres. J'espère que, confrontés aux responsabilités, ils vont changer, mais j'ai cette vigilance. Et je partage avec mes compatriotes cette vigilance. Mais on peut tous changer, on peut tous s'améliorer. Donc si M. Retailleau fait ce qu'il a promis qu'il ferait, il aura tout mon soutien et tout notre soutien. Donc il n'y a pas de procès de principe sur son action, mais je me permets quand même d'être très prudent par rapport à son parcours et surtout ce qu'il n'a pas fait avant, c'est savoir éviter l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et il y a encore quelques semaines, vous avez parlé de votre entretien, sur d'autres plateaux, il avait promis de jamais participer à un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc je suis prudent. Voilà, mais j'espère me tromper. Pour encore reprendre ce qu'a dit M. Retailleau et ce qu'il applique, en tous les cas, c'est ce qu'il a annoncé ici même à la grande interview sur CNews et Europe 1, sur les propos anti-police. Il a dit qu'automatiquement, il y aurait une saisie de la justice. Ça a été le cas notamment pour le député LFI Raphaël Arnaud. Et plus largement, Jean-Philippe Tanguy, ce sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, les Français approuvent. Regardez, faut-il engager des poursuites judiciaires à l'égard des représentants politiques qui dénigrent les forces de l'ordre ? Écrasante majorité, 72%. Donc là, vous dites bien, M. Retailleau, mais j'attends de voir la suite. Ah mais très bien, mais M. Darmanin aussi a assuré les forces de l'ordre de son soutien inconditionnel. Vous savez, voilà, M. Darmanin, il vient de la même famille politique que M. Retailleau. Il venait de l'aile droite sarkozyste aussi, des LR, de l'UMP et de LR. Et on nous avait dit ça va être l'arme anti-RN, il va faire ce que le RN propose. Il n'a rien fait du tout et il laisse une situation, malheureusement, où on peut avoir des tragédies comme le meurtre épouvantable de Philippine, mais bien d'autres. Pensons aussi à ce jeune homme qui s'est fait tabasser dans le Tarn pour des propos homophobes, avec une véritable horde qui l'a poursuivi toute la journée. Il paraît, d'après les informations que j'ai eues, ces agresseurs sont aussi libérés. En tous les cas, M. Darmanin et M. Retailleau viennent de la même famille politique, mais ils placent le RN dans l'arc républicain. En tout cas, ils discutent avec vous. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, en tous les cas, du ministre de l'économie Antoine Armand, qui s'est fait rappeler à l'ordre. Puis il y a eu ce coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen. Est-ce que c'était un appel pour s'excuser ? Je ne sais pas. Comment vous l'interprétez ? Moi, je l'interprète comme l'application démocratique d'un principe simple. Le Rassemblement national fait 37% des voix avec Jordan Bardella. Il a largement la première force politique en France. Et M. Barnier doit, respecter les élus du Rassemblement national et tous les autres élus. Mais il doit, c'est un principe républicain. Donc il a fait amende honorable en vous appelant ? Je ne sais pas si c'est une question d'amende honorable. C'est une question d'affirmer des principes simples que tout le monde devrait suivre. Mais devoir, si vous voulez en être là, reconnaître qu'il faut respecter 11 millions de Françaises et de Français, c'est surréaliste. Voilà, bon, donc ça va, incident clos, on avance. Les dossiers qu'a M. Armand sur l'économie française sont très importants. Donc je vous souhaite de consacrer toute son énergie. Incident clos, mais question encore ouverte. Michel Barnier gouverne sous votre tutelle ? Non mais... Pourquoi ça vous dérange de répondre à la question, monsieur ? Mais parce que, c'est pas que ça me dérange de répondre à sa question, mais c'est qu'on essaie au Rassemblement national d'être dans l'éthique républicaine et démocratique. C'est normal que le gouvernement soit sous la surveillance du Parlement. Mais c'est assez révélateur de la Macronie d'une partie des Républicains qui pensent que le pouvoir n'est pas sur la surveillance du Parlement et que finalement les députés seraient un peu des ploucs qui sont élus pour ne rien faire ou pour les applaudir comme des Playmobil. Bah non, le Parlement est là pour surveiller l'action du gouvernement, l'action du Premier ministre, et si on n'est pas content, on peut le censurer. Mais j'espère qu'on nous présentera un programme qui ne méritera pas notre censure. Donc, jusqu'à maintenant, et pour le moment, vous ne savez pas si la motion de censure, vous la voterez ou pas ? Ah non, mais nous, on juge sur pièce. Sur pièce. Donc, mardi, sur le discours de politique générale. Absolument. En fonction de ce qui sera dit. Voilà, avec des défis clairs à relever. La sécurité publique, évidemment, le contrôle de l'immigration, le rétablissement des comptes publics et la défense du pouvoir d'achat. Voilà, ce sont 4 sujets extrêmement importants parmi d'autres qui nécessitent un plan de redressement très important, comme avait proposé Jordan Bardella. Donc effectivement, est-ce que M. Barnier sera capable de proposer un programme au moins aussi puissant que celui qu'aurait
proposé et appliqué Jordan Bardella. Je voudrais conclure par ce qui se passe sur le plan international. Jean-Philippe Tanguy, en quelques mots, la guerre menace entre Israël et le Hezbollah libanais. Emmanuel Macron a dit hier à l'ONU qu'il ne pouvait pas y avoir de guerre au Liban, exhortant l'État hébreu à cesser les frappes au Liban. Et évidemment, le Hezbollah a cessé ses tirs. Vous partagez mot pour mot la position française ? Le peuple libanais est un peuple ami, mais Israël doit pouvoir se défendre et assurer sa sécurité. Si une force hostile à Israël et belliqueuse qui prépare une attaque d'Israël est avérée, comme le Hezbollah malheureusement le revendique et le pratique, Israël doit pouvoir se défendre. Donc si, je comprends vos mots, s'il y a une attaque terrestre massive d'Israël, pour vous c'est tout à fait normal, c'est le droit d'Israël à se défendre. Donc c'est pas la même position qu'Emmanuel Macron. Israël prouvera, je pense, si c'est nécessaire, que le Hezbollah était dans une position hostile et belliqueuse. Israël ne va pas attendre d'être attaquée si elle a la certitude de l'être. Donc vous ne vous opposez pas à une attaque sur le Liban ? Une démocratie a le droit de se défendre. Si malheureusement le Liban, et c'est le cas avec le Hezbollah, a en son sein une force qui est à la fois une force politique avec des élus, mais aussi un appareil militaire parallèle à l'armée libanaise. L'armée du Hezbollah n'est pas l'armée du Liban, mais malheureusement le Liban se trouve dans une situation où ils ont un État dans l'État et une armée parallèle à leur propre armée. C'est la difficulté, mais c'est pas une attaque contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron essaie aussi, dans la tradition française, de maintenir un équilibre. Et je ne lui ferai pas de procès d'intention, parce que là, il faut parler de ces sujets avec une voix prudente. Mais voilà, la sécurité de la démocratie et du peuple israélien peut imposer parfois des décisions difficiles. Je pense que la France ferait la même chose si elle avait en face d'elle une armée terroriste, ou en tout cas paraterroriste prête à l'attaquer. Merci Jean-Philippe Tanguy. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.